Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais au nom de Nexa et d'Innovant La Réunion vous souhaiter la bienvenue à cette webconférence qui s'inscrit dans le cadre des Semaines de l'innovation produites par Nexa, l'Agence régionale de développement d'innovation, et par Innovant La Réunion. Vous saluez particulièrement parce que dans ce contexte, il est également, on va dire pas facile de libérer du temps, mais pour ce fabuleux thème qui nous projette, on va dire au-delà du temps et du contexte particulier, cela peut nous donner quelques inspirations utiles. Vous dire que nous sommes également, dans le cadre de cette webconférence, ravis de vous accueillir parce que celle-ci, donc, comme vous l'avez vu, un thème particulier. Nous la dédions à la thématique du tourisme et à voir comment nous pouvons mobiliser à la fois l'innovation générale, mais aussi le design, les méthodes de design pour renforcer, faciliter la construction et la mise en œuvre de l'expérience en tourisme. Parler d'expérience en tourisme n'est pas une nouveauté. En revanche, l'heure est aujourd'hui davantage à la façon avec laquelle nous pouvons la mettre en œuvre. Nous devons la mettre en œuvre et à travers ces outils de formation, de sensibilisation, nous souhaitons y contribuer. D'ailleurs, je voudrais également rappeler que cette séquence a lieu en amont d'une semaine de l'innovation qui aura lieu du 19 au 23 avril et dédiée aux méthodes de design en général, comme nous le faisons chaque année depuis maintenant pratiquement 5 ans. Mais avec une nouveauté cette année, c'est que nous consacrerons un temps certain au tourisme, à l'innovation en tourisme et donc au design d'expérience en tourisme, puisque 2 sprints design seront consacrés à la thématique touristique. Et de ce point de vue, on s'inscrit bel et bien dans la démarche qui est celle donc, du Comité régional pour l'innovation et de l'agence Nexa, de pouvoir irriguer les différents axes de la stratégie d'innovation à l'échelle du territoire. Je voudrais également rapidement remercier nos partenaires, donc l'IRT ainsi que la FRT, parce que c'est bel et bien l'idée qui est aussi de se dire que dans cet axe métier que le tourisme, c'est aussi en rassemblant l'écosystème, en mettant les différentes briques et différents acteurs autour de cette table, intéressés par cette thématique d'innovation, que nous pourrons également catalyser les réflexions et les productions dans ce domaine. Je voudrais là aussi pour cet après-midi remercier Thomas Dupéra, qui est notre intervenant dans le cadre de la présentation autour de la thématique du design et du design d'expérience, en quoi celui-ci peut être utile et mobilisé pour le tourisme. Nous savons qu'à travers cela, effectivement, l'expérience offre deux axes, notamment celui de pouvoir prolonger en tout cas l'offre touristique d'un territoire, bien entendu, faire en sorte que nous puissions davantage répondre aux nouveaux besoins, aux nouvelles attentes des clients, mais en même temps offre aussi la particularité, une infinité de possibilités, même lorsque nous savons que nous ne sommes plus à l'heure où nous offrons des produits, nous offrons des solutions touristiques expérientielles, différenciées, et justement, travailler sur l'expérience peut nous amener à conduire, à profiter et à mobiliser ces différentes ressources. Remercier Catherine Dost, Géraldine Huette, Catherine pour l'IRT, Géraldine pour la FRT, pour leurs interventions, pour la contribution qu'elles apportent à travers l'IRT et la FRT à la construction de cette plateforme. Remercier Caroline Pain également, dont je salue aussi la riche expérience dans ces domaines de l'expérience en tourisme. Et puis remercier particulièrement aussi également Raphaël Folio, puisque cette webconférence ne sera pas uniquement dédiée à du concept, mais aussi à pouvoir vous montrer que, comme je vous le disais, l'heure est à la mise en œuvre. Et donc, dans le cadre de cette mise en œuvre, un acteur de terrain qui, connu déjà de par sa localisation et son ancrage dans la production touristique, souhaite mobiliser ces outils pour faire en sorte que l'expérience ne soit pas un vain mot, mais soit aussi une qualité et un outil permettant de proposer, de repousser les frontières de l'expérience en tourisme. Voilà, the last but not least, après ce mot, remercier l'équipe de Nexa, remercier Véronique qui déploie offre et énergie pour faire en sorte que ces semaines aient lieu. Et donc, je te remercie Véronique. Et je profite de ce mot pour te laisser la parole et faire en sorte que l'animation de cette web puisse avoir lieu. Merci à vous et merci encore à tous et à toutes. Merci beaucoup Philippe. Juste un petit mot sur les semaines de l'innovation.
Donc, effectivement, dédié au design pour cette première semaine d'innovation de l'année. On aura une deuxième semaine dédiée au business model circulaire au deuxième semestre. Donc, voilà, ça peut aussi être un sujet qui peut vous intéresser. Voilà, à suivre sur Nexa, sur les réseaux sociaux. Euh, je passe la parole à Catherine pour la présentation de la plateforme d'innovation touristique et à Gérard dans la foulée. Je vais partager votre Oui, tu peux y aller. Merci. alors, présentation. Tant qu'elles mettent là, voilà. C'est bon? Donc, on a quelques minutes pour vous. Bonjour à tout le monde. On a quelques minutes avec Géraldine. On va intervenir en alternance, on a l'habitude, sur cette plateforme d'innovation et sur tout ce qu'on y fait. Voilà, donc on va vous donner les principaux points d'ailleurs d'ancrage de cette plateforme. Et puis après, on viendra sur le concret pour vous montrer, en fait, pour illustrer ce qu'on fait. Alors, il y a un an, d'ailleurs, Philippe Jean-Pierre était là, il y a plus d'un an, en février, on a préfiguré, pendant une semaine, on a construit cette plateforme on a réuni dans l'écosystème deux milieux, qui étaient celui de l'innovation et celui des professionnels du tourisme. Et on a défini quel serait surtout l'enjeu, c'était de définir comment on allait travailler sur cette plateforme. Je reviendrai dessus, mais globalement, l'idée, c'était de dire à La Réunion, il y a énormément de projets, il y a pas mal de concepts. Et par contre, dans la concrétisation et dans le suivi des projets qui aboutissent à des produits ou des services, on a beaucoup de pertes. Voilà, donc ça, c'était le constat de tous et c'était quelle solution on trouve à ça. Alors, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fini, c'est normal quand on démarre sur un projet comme ça, de définir une vision. Alors, elle s'inscrit on s'est aligné derrière la région. Et l'idée, c'était de dire, dans l'océan Indien, il n'y a pas de plateforme d'innovation touristique. Il faut que La Réunion soit moteur dans cette démarche et thématisé sur le tourisme insulaire et tropical. Tropical nous va mieux aujourd'hui après l'expérience. C'est ça la vision. Les valeurs, elles sont principalement axées sur les valeurs humaines. On n'est pas sur une plateforme d'innovation axée sur le digital. Le digital n'est qu'un outil, mais notre moteur et notre carburant, c'est bien l'humain et la démarche créative où on associe l'humain. Donc, on avait défini tout ça, on avait défini un certain nombre de projets, et puis il y a eu la crise, et forcément, on a revu tous nos projets en fonction de la crise. Mais en tout cas, c'est ça qui nous a permis de définir les 5 projets sur lesquels on allait lancer la plateforme. Voilà. Ce qui a été un moment aussi fort de décision, ça a été de dire qu'il y a 5 leviers d'innovation, d'organisation, d'institutions, de process. Nous, notre point d'ancrage, c'est vraiment, on doit démarrer par du produit et des services et travailler sur toutes les phases d'expérimentation, prototypage, mise en marché, et que c'est ça notre moteur et c'est ça qui nous anime tous les jours dans cette cellule d'innovation. Donc, ce n'est pas la plateforme, une agence de conseil en organisation. Ce n'est pas un incubateur, ce n'est pas un observatoire, un incubateur ou un accélérateur d'ailleurs, pas plus. Ce n'est pas une agence de marketing et ce n'est pas un think tank. Voilà, on est vraiment le point d'entrée, c'est le produit. Et donc, pour accompagner les projets qui ont été identifiés par la plateforme, comme le disait Catherine, en fait, nous, on met le focus sur un accompagnement méthodologique des projets, donc en phase de cadrage, de conception et d'expérimentation. On leur met à disposition les compétences de designers, notamment le designer d'Open Tourism Lab qui accompagne la plateforme, mais aussi d'autres designers avec des fonctions métiers un peu plus spécialisées, comme un designer culinaire dont on vous parlera dans quelques instants. On finance aussi des phases d'expérimentation. La région, Véronique et Philippe le disaient en démarrage, soutiennent beaucoup cette démarche. Et on a obtenu donc un financement de la direction de l'innovation et du service tourisme pour accompagner donc le lancement de la plateforme et ses phases d'expérimentation. Et l'objet de notre accompagnement, c'est aussi de sensibiliser les équipes projets à la culture de l'innovation. Tu peux passer à l'autre. Ouais. Du coup, on a dit qu'on l'a passée, celle-là.
Et donc, on a expérimenté plus particulièrement 2 projets. Je laisserai Catherine vous parler un petit peu du road trip, et juste pour vous dire que le projet donc, de l'art dans nos jardins que vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux actuellement est en phase d'expérimentation. Et on aura tout à l'heure Raphaël Folio de la Maison Folio qui accueille une résidence de projet pour nous en parler, qui nous fera part en tout cas de son expérience à lui de prestataire touristique. Je te laisse, Catherine, sur le road trip. Oui, donc sur ces 2 projets, on est plus en mode start-up, c'est-à-dire d'expérimentation d'un concept, alors qu'ils naissent de la crise et notamment du plan de relance particulièrement, même si sur le road trip culinaire, c'était un point fort avant. Et deuxième chose qu'on a commencé à construire, c'est de se dire à chaque fois qu'on travaille sur un produit, si on peut y associer un carnet d'inspiration pour accompagner les professionnels et en plus associer un accompagnement en sensibilisation à l'innovation, ben c'est comme ça qu'on créera une vraie valeur ajoutée de la plateforme et des projets sur lesquels on travaille. Donc sur le road trip culinaire, bon, on a monté la fiche projet. L'idée, c'est de travailler sur un package qui sera relayé en termes de promotion et de communication par l'IRT, mais par la FRT aussi. Donc, on est là sur la conception d'un produit. On appelle ça road trip, mais je reste encore très prudente parce qu'on est en phase de brainstorming. En même temps qu'on fait ça, on travaille déjà sur le carnet d'inspiration. J'allais dire même, on a un petit peu inversé suite à la crise et à la difficulté de mobiliser les restaurateurs dans cette période, vous imaginez bien. Donc, on travaille sur le carnet d'inspiration. L'idée, c'est d'inspirer, d'avoir une inspiration culinaire, d'apporter de nouvelles inspirations culinaires aux restaurateurs qui le souhaiteraient et de travailler sur vraiment un produit packagé en même temps. Voilà. Donc, oui, juste on accompagne aussi d'autres projets. Oui. Une question sur la cible client. Sur la cible client, alors la cible client, elle est d'abord en priorité. Pour l'instant, on a décidé de travailler à la fois sur la clientèle, moi je dirais la clientèle résidente, donc, mais en priorité, la clientèle résidente, c'est celle qui est en séjour à La Réunion, soit tous les jours, soit ponctuellement, c'est-à-dire en voyage. En tout cas, c'est celle qui réside sur La Réunion à un instant T. Aujourd'hui, nos efforts vont d'abord porter sur la clientèle locale et affinitaire. Volontairement, on travaille sur ces 2 cibles en même temps. Mais derrière, l'IRT est prête à démultiplier dès que le road trip sera monté, de targeter pour que quand le package est prêt, il soit relayé au niveau de la clientèle extérieure. Donc, elle monte en puissance en fonction de l'évolution de la crise et des publics cibles sur lesquels on est aujourd'hui. Je laisse enchaîner. J'enchaîne. Ouais. Solutions digitales, gestion des flux, ça c'est vraiment… aujourd'hui, on n'est pas forcément sur une solution digitale. En tout cas, on est sur un recensement de toutes les solutions qui sont en train d'être créées pour aider toutes les entreprises de l'événementiel à mieux démarrer au moment où elles pourront démarrer et rassurer les collectivités sur leur capacité à gérer les flux au moment où les événementiels pourront démarrer. Donc là, on est en train de monter le dossier de subvention. Ça a été très compliqué d'aligner toute la profession, mais on est en train d'y arriver et à la fois, il y a une forte demande. Voilà. Mais c'est vrai que les entreprises de l'événementiel, que ce soit dans le tourisme ou ailleurs, elles ont des besoins très différents, mais on arrive à les mettre tous autour de la table et à travailler sur ce projet. Le second projet, donc, on l'a intitulé par Spot de micro-aventure. L'idée, c'était de voir comment on pouvait accompagner la filière activité de loisirs qui est particulièrement en difficulté en ce moment, qui est à la base déjà une filière qui est très attractive, mais pas forcément très structurée et qui, avec l'arrêt des voyages,
est très impacté par la crise et doit donc être en capacité de se faire mieux connaître d'une clientèle locale. Donc, on a mis en place, on est en train de mettre en place plusieurs ateliers pour réfléchir et affiner cette réflexion. Et on est en train de passer d'une idée au départ de spot de micro-aventure à plutôt à des packages de micro-aventure. Donc, comment structurer une offre touristique packagée autour d'activités de loisirs et d'hébergement. Ça semble basique, mais c'est pas si évident que ça à La Réunion avec l'organisation touristique actuelle. Le troisième projet qu'on a tout juste effleuré, je dirais, et qu'on n'a pas encore véritablement creusé, mais qui nous plaît beaucoup, ce serait de mettre en place en fait un carnet de prospective, c'est-à-dire un document digital ou pas, mais qui donnerait à voir la Réunion en tout cas la Réunion sous son aspect touristique dans 15, 20 ou 30 ans, pour qu'on puisse dès à présent se projeter et poser les jalons pour aller vers une organisation touristique et économique qui nous convienne et qui soit en cohérence avec les valeurs qu'on veut pour notre territoire. La slide suivante. L'atelier de créativité du Hugo d'Hôtel, ça c'était le temps qu'on ait nos financements, c'était une de nos premières demandes auxquelles on a répondu, j'allais dire avec beaucoup d'entrain. Le Wood Hotel, c'est un projet qui va se passer c'est un projet qui va bientôt démarrer d'ailleurs, qui a 3 bassins et il travaille beaucoup sur la notion de service. Et on a passé une journée de design thinking avec tout un groupe et de gens qui ont été invités comme potentiels financeurs, potentiels clients, potentiels partenaires. Et on a passé une journée d'animation, de design thinking sur quels sont les services et la valeur ajoutée qu'on veut donner à cet hôtel demain. J'allais dire, la principale piste qui est ressortie, mais sans pouvoir en dire plus, c'est qu'ils ont vraiment envie d'être l'hôtel Made in Réunion, avec vraiment travailler en économie circulaire avec tous les producteurs locaux, quels que soient, j'allais dire, les horizons et les métiers. Dernier point sur lequel on travaille et auquel on est vraiment attaché, c'est la sensibilisation à l'innovation. Parce qu'on est convaincu que c'est tout l'écosystème touristique qu'il faut accompagner pour qu'on parle le même langage, qu'on utilise les mêmes outils et qu'on avance très rapidement, parce que l'avantage des outils d'innovation, c'est que ça permet d'expérimenter et d'aboutir assez rapidement. Donc, bien évidemment, Nexa a fait partie des premiers contacts qu'on a eus, et on a été très enthousiaste à l'idée d'avoir un partenariat avec Nexa sur la semaine de l'innovation, mais en espérant pouvoir aller plus loin. Et donc, je profite de l'occasion pour remercier aussi Nexa d'avoir joué le jeu de dédier cette semaine au tourisme. Parce que les enjeux en matière d'innovation sont évidemment énormes, et c'est un secteur qui est naturellement dynamique, mais je pense que de l'outillage et de l'outillage sous l'angle de l'innovation serait bienvenu. Et puis il y a un format qu'on est en train de mettre en place qu'on a appelé les Webinov réunions. Donc là, l'idée, c'est de créer des rendez-vous pour rencontrer des startups qui ont des solutions pour le secteur touristique, donc des startups d'ailleurs ou de La Réunion, même si on a peu de startups dans le secteur touristique. Mais l'idée, c'est bien de créer de l'émulation et de montrer que c'est un secteur dynamique, qui a de la création de valeur, et puis que ça puisse, comme je disais auparavant, permettre d'outiller les professionnels et les destinations et les territoires, les offices de tourisme, avec les bons outils qu'ont mis en place ces startups. Donc voilà un petit peu ce sur quoi, pour l'instant, la plateforme d'innovation touristique de La Réunion travaille.
Merci beaucoup, Merci. Géraldine. Catherine, il y avait juste une petite question dans le chat d'Élodie pour savoir où est-ce que la plateforme était basée, mais on est peut-être juste d'accord que c'est un réseau, un mode de fonctionnement, des méthodes. C'est une cellule agile. C'est une cellule agile qui fait le pont entre deux structures qui sont IRT-FRT et qui est formalisée, quand même très fortement formalisée, par une convention cadre avec la région. Donc, ça veut dire que s'il y a des demandes ou des demandes d'information, ben, il faut passer par Géraldine ou moi-même, qui sommes dédiés par la région à 50% sur ce projet-là jusqu'à fin mai, le temps de cette phase d'amorçage. Peut-être Alors, juste, Véro, si tu me permets, peut-être mettre un peu le pied dans le plat. Je me suis déjà entretenu avec Catherine là-dessus. Dans la présentation de cette plateforme, je le dire de façon opportune, puisque je migre dans un instant sur une réunion qui a lieu sur les thématiques d'innovation à l'échelle européenne, où nous mettons en avant l'idée que la RDI doit être aussi reliée. Donc, je pense qu'il est nécessaire et important, même dans le cadre de cette plateforme, de penser au fait qu'on a également ici un établissement qui s'appelle l'Université de La Réunion, qui produit également des thématiques et des dimensions, de l'énergie en matière de recherche, développement et d'innovation en tourisme, et qu'il sera bonne à loi d'assez rapidement de la mettre autour de la table pour qu'on soit également, on va dire, en cohérence avec ce qu'on promeut dans une heure, par exemple, sur d'autres territoires. Voilà, donc je pense que c'est un appel que je lance pour que dans la thématique d'innovation, il y a aussi l'acteur qui s'appelle l'université qui doit être mobilisé là-dessus. Voilà. L'idée, c'est que je ne voudrais pas que, je ne parle pas de simplement une ou deux personnes, mais que les équipes de chercheurs de nouveau aillent travailler pour d'autres institutions à l'extérieur de l'île et qu'on les retrouve un jour à dispenser leur énergie dans d'autres secteurs et qu'ils soient aussi plutôt autour de notre plateforme. C'est noté, Philippe. On prendra rendez-vous. Très bien. Merci Philippe. Voilà, donc là, dans la présentation de cette plateforme, on est bien dans le partage de méthodes liées au design d'expérience, au design thinking. Donc, je voudrais juste passer la parole maintenant à Thomas Dupérat qui peut rapidement se présenter et qui pourra lancer un petit temps d'inclusion tous ensemble avec Caroline. Ça marche, merci beaucoup Véronique. Donc, je m'appelle Thomas Dupérat, je suis designer depuis une dizaine d'années, designer en métropole à Nantes, spécialisé dans le design numérique et le design d'expérience. Donc, j'ai un peu la double casquette. Et donc, je dirige une agence qui s'appelle Jugeote, maintenant qui a changé de nom très récemment, qui justement a une dizaine de designers, un peu plus d'une dizaine de designers spécialisés dans ces domaines-là de design thinking et de design numérique. Caroline, je te laisse te présenter. Caroline, tu as ton micro coupé. Bonjour à tous, en fait Caroline Pain, responsable du service développement de produits à l'île de la Réunion Tourisme. Donc j'ai été invitée à faire une petite parenthèse sur un projet qu'on a mené depuis 2-3 ans qui est basé sur justement le design d'expérience. Donc en fait, du coup je partage la présentation. Thomas, c'est ça ? Non, je peux le faire, mais je vous propose de faire du coup cette présentation des ambiances via un petit icebreaker. Donc, je vous invite à prendre vos téléphones et à vous connecter en même temps au klaxon pendant que Caroline va vous présenter. Et puis, on va rebondir sur justement ce que Caroline va nous présenter pour briser un peu la glace entre nous. Donc, je vous invite à rejoindre. Je vais également copier-coller dans le chat le lien directement. Alors, en fait, donc je vais essayer d'être rapide. Je voulais présenter quand même cette démarche. Voilà, vous avez la carte de l'artiste Damien Clavé à l'écran. Cette carte, elle illustre les 7 ambiances de territoire de la destination Réunion. Donc, en fait, on en ressort 7 ambiances vraiment distinctives et singulières qui sont en fait le fruit d'un travail basé sur le design d'expérience avec des méthodes de design thinking, etc. Donc, tout a été fait en travail collaboratif. L'objectif, c'était vraiment de mettre l'utilisateur, le voyageur au centre de cette démarche pour répondre aux nouvelles attentes.
on est passé par les différentes étapes du design d'expérience, donc l'observation client avec des enquêtes de perception, l'élaboration de persona, l'amélioration du parcours client, des prototypages, et puis les résultats tangibles qui se traduisent par plus de 50 expériences à vivre, qui sont sur le site réunion.fr. Donc d'ailleurs, j'ai ma collègue Christelle Contasso qui vous mettra le lien sur la rubrique des expériences sur le site réunion.fr. Elle mettra le lien dans le chat. Voilà, donc je vais balayer rapidement sur la deuxième slide. Par exemple, sur la côte nord, on a bien la côte nord qui ouvre les portes d'entrée de la Réunion. On y découvre un univers urbain et cosmopolite. On y aime flâner dans les ruelles pour y découvrir l'architecture créole, l'art et l'histoire. La deuxième slide, c'est la côte est. Vous avez ces planches tendances, en fait, qui vous traduisent les forces qu'on a trouvées dans ces territoires. La côte est, avec sa nature luxuriante et ses cascades, elle nous fait penser clairement à un jardin d'Éden. C'est un territoire idéal pour les activités en eau vive, par exemple. Mais on a aussi la présence de nombreux lieux de culte qui lui donnent également une ambiance particulière, un peu mystique. Ensuite, on a le volcan de la Réunion, un autre monde, un monde imprévisible qui nous offre un spectacle digne d'une autre planète, un univers lunaire, minéral, fascinant. Sur la côte sud, la côte sud, elle révèle aux voyageurs toute la beauté, la force de sa nature, entre l'océan souvent déchaîné, les vagues qui s'abattent sur les falaises de basalte. C'est le sud sauvage, c'est aussi un territoire de terroir et de tradition, avec le tressage de vacoa, l'histoire sucrière, la pêche traditionnelle. Sur la côte ouest, c'est vraiment ce qui est ressorti, c'est la terre de lumière. La terre de lumière. On a une lumière très particulière du lever du soleil au coucher du soleil. Et c'est aussi une terre de détente. On y vit au rythme du soleil. Le voyageur se prélasse sur les plages avec des cocktails à la main et pieds dans le sable devant un coucher de soleil inoubliable, par exemple. Ensuite, les Hauts de la Réunion. Alors, en fait, les Hauts de la Réunion accueillent les aventuriers dans un univers rural et authentique où la brume côtoie les sommets. On est sur le toit de l'océan Indien, on respire, on contemple ces panoramas à couper le souffle. On se régale aussi avec un bon curry au feu de bois, que ce soit dans une table d'hôte ou autour d'un pique-nique en famille. Les cirques sont ressortis également comme territoire évidemment fort, puisque là, on est enclavé au milieu des remparts. Ils offrent quant à eux une immersion au cœur de l'île, un espace de déconnexion, d'évasion, un retour aux sources, au temps longtemps. C'est aussi une terre de marronnage, il nous rappelle notre histoire et nos ancêtres. Donc voilà, vous voyez, ces sept univers, ces 7 territoires, on a essayé de ressortir vraiment leur singularité et ça permet de donner aux voyageurs une visibilité de ce qu'il pourra vivre, expérimenter, découvrir. Mais comme on pourrait donner envie aux locaux de redécouvrir leur île sous ces aspects. C'est cette ambiance aussi, donc, nous offre un panel d'expériences à vivre qui sont complètement liées, évidemment, des expériences uniques et intenses, comme nager avec des dauphins dans l'Ouest, mais d'une façon particulière avec des passionnés. Ensuite, explorer des tunnels de lave au volcan, visiter une plantation agricole dans les Hauts ou encore une session de rafting dans l'Est. Donc voilà, on a créé 50 expériences tangibles, vendables, qui permettent de vivre ces ambiances justement et ces forces de nos territoires. Voilà ce que je voulais présenter un petit peu au travers de ce projet territorial. Donc, je vous propose d'aller sur le klaxon et d'y mettre les quelques expériences que vous avez particulièrement appréciées et de les positionner sur la carte. Donc, pour rajouter une expérience, il suffit de cliquer sur le gros plus qu'il y a ici et vous aurez du coup un post-it qui apparaîtra. Hop, je vais pouvoir mettre un post-it et le positionner ensuite sur la carte. Alors, je vois qu'il y a déjà un post-it qui a été mis au niveau du cirque ou des Hauts, les balades en vélo électrique à Saint-Leu, avec explication de l'histoire de l'OTAN. L'histoire longtemps, c'est l'histoire d'avant. D'accord. Okay. Comment vivaient les gens dans les cases, l'histoire du
du bois de nèfles. Je vois qu'il y a des balades dans les bassins qui apparaissent aussi sur la côte ouest. On a les tunnels de lave qui apparaissent sur les volcans. On a le mollyboard à l'étang salé également. C'est compliqué de changer le post-it sur le téléphone. Je ne sais pas si tout le monde y arrive. Moi, j'ai pas réussi. Ah, de le bouger? Oui. Je ne sais pas comment. Je peux les bouger, dites-moi. Bon, je vois qu'il y a du parapente qui arrive également avec du paraplane. On a les randos à Mafat au niveau des cirques. On a du canyoning aussi sur le cirque. On a les randonnées de nuit au volcan lors d'une éruption. Et ça a dû être une expérience assez incroyable. La visite on a le droit de portes. voter. On a le droit de mettre des cœurs sur les post-it des autres. On a le droit de mettre des cœurs, effectivement. Je vais grossir ma carte, comme ça va permettre d'en mettre un peu plus. Balade à cheval dans la forêt du Maïdo, fermé 4. Ah oui, moi aussi j'ai fait celle-là, c'est super. Ça a l'air d'être assez incroyable, effectivement, la balade à cheval. Des randonnées accompagnées. On a quoi? On a... Visite de temple, aussi dans l'Est. Oui, tout à fait. Les balades dans les bassins. On a des visites de casse créole. Ah oui, ça devait être aussi sacrément intéressant. Balade guidée sur le littoral Est. On a du saut en chute libre. On a du survol en avion de l'île Saint-Pierre. Ah non, à Saint-Pierre, pardon. Balade équestre au Pompaillé. Balade en catamaran à la découverte des cétacés et des tortues. Les levées de soleil à Sainte-Rose. Ah, ça doit être sublime, ça. Kélonia, les tortues de l'île. Ok, il y en a qui se cachent ici, c'est des randonnées. Beaucoup d'expérience. Élevage de truites de Helbourg. 4 bikes à Saint-Benoît. Silaos randonnée. Oh là, vous me donnez tellement envie de briser le confinement et de venir à La Réunion. Les randonnées à Silaos. Rencontrer les baleines, je me permets de le déplacer plutôt dans la mer. Hein. C'est pas les tours de l'île en hélicoptère, ouais, ça a dû être aussi particulièrement bien. Les ateliers de cuisine sur la côte nord. Les bains au terme de Silaos. Musée des instruments de musique de l'océan Indien. Du quad à la plaine des Cafres. Des Cafres, oui. Plaine des Cafres. Ok. Bon, effectivement, énormément d'expérience. Merci pour votre partage. Alors, je vous propose de s'arrêter là et de repasser sur la présentation. Hop. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, super. Merci Thomas. Alors, je vous propose de passer une vingtaine de minutes sur l'expérience, le design d'expérience notamment. Donc, qu'est-ce que le design d'expérience? Je vous ai mis ici typiquement le non-design d'une mauvaise expérience pour débuter. Je suppose que vous avez tous rencontré déjà ce type d'horodateur. Alors déjà, c'est un horodateur qui est un peu avancé puisque ici, il va falloir venir renseigner sa plaque d'immatriculation. On n'a plus besoin forcément d'imprimer le ticket, de retourner à sa voiture, etc. Donc, c'est censé être un petit peu mieux avec le paiement sans contact, sauf que moi, personnellement, j'ai vécu une très mauvaise expérience avec cet horodateur parce que je suis venu une première fois et puis je ne me souvenais absolument pas de ma plaque d'immatriculation. Donc, j'ai dû retourner à mon véhicule, revenir ici, prendre en photo, évidemment, ma plaque d'immatriculation, la renseigner, etc. Bref, ce n'était pas une très bonne expérience. Et là, je me suis dit, ah oui, effectivement, on vit souvent des expériences qui sont pas très bien pensées. Qui sont pensées en général soit pour le côté économique, soit pour le côté technique, soit pour ne serait-ce que les contraintes de l'objet, mais pas tellement pour l'utilisateur en lui-même. Et c'est là que j'ai vu justement toute la plus-value et toute la puissance du design d'expérience à mettre l'utilisateur au centre pour créer une expérience qui va être la plus fluide et la plus agréable possible.
Et je me suis demandé pourquoi justement on avait ces absurdités à chaque fois. Et donc, à chaque fois, on va venir concevoir quelque chose pour des utilisateurs, mais où on a beaucoup de contraintes, des contraintes techniques, etc. Donc, on va penser quelque chose, mais l'utilisateur, lui, va faire quelque chose de différent. En fait, le besoin utilisateur est différent de nos contraintes de business, de technique, même des contraintes potentiellement écologiques. Et donc, justement, l'UX, donc l'expérience utilisateur, le user experience en anglais, va être justement la rencontre entre ces deux mondes-là. Et donc, on va devoir prendre un maximum en compte le besoin des utilisateurs, mais aussi ceux qu'on a à côté des contraintes techniques, etc., pour créer la meilleure expérience possible qui soit viable. Et donc, effectivement, un utilisateur, lui, il n'achète pas vraiment une offre d'une entreprise, c'est-à-dire que quand je vais acheter un téléphone, en fait, je ne vais pas acheter le téléphone en tant que tel, je vais acheter l'utilisation de ce téléphone. Je vais acheter les fins que je vais avoir avec ce téléphone, c'est-à-dire appeler, donc me mettre en relation avec des gens, utiliser des réseaux sociaux, me renseigner à distance, etc. C'est ça que je vais acheter, ce n'est pas tellement l'objet, la forme, parce que sinon, alors, ça va avoir de l'importance, le côté sensation que je vais avoir avec lui, est-ce qu'il est clean, est-ce qu'il est sobre, est-ce que la couleur me plaît, etc. Ça va avoir de l'importance, mais je ne vais pas acheter en fait une espèce de brique carrée monochrome juste pour sa forme. Je vais acheter vraiment le service qui va me procurer. Et donc, c'est bien ça qu'il va falloir comprendre, c'est de se dire quels sont justement ces besoins de l'utilisateur pour répondre par le service et non pas forcément par l'objet. Ici, par exemple, je vous montre un réveil. Alors, un réveil qui est, somme toute, très joli, en bois, avec les chiffres qui s'allument derrière. Et donc, ça vient créer justement cet effet de lumière. Sauf qu'en fait, un réveil, il sert à quoi? Il sert à nous réveiller. Et moi, comment j'ai envie de me réveiller? Je n'ai pas forcément envie de me réveiller avec une grosse alarme qui crie dans mes oreilles, parce que ça ne va pas être une bonne expérience de réveil. Moi, ce que j'ai envie, c'est de me réveiller doucement avec la lumière un dimanche matin, justement quand je ne mets pas mon réveil. Et du coup, on peut se poser la question de est-ce que justement on doit concevoir un réveil carré avec des chiffres qui sonnent quand on a besoin qu'ils nous réveillent, ou est-ce qu'on ne peut pas prévoir une meilleure expérience comme l'a fait potentiellement justement Philips avec les nouveaux réveils qui diffusent de la lumière petit à petit, le quart d'heure avant où on doit se réveiller pour que ce soit un réveil plus naturel, un réveil qui nous vient justement de nos cycles et non pas forcément d'une grosse alarme. On a aussi potentiellement d'autres sens, ici l'olfactif avec le réveil de droite, qui est le réveil de Sensor Wake, qui va nous réveiller avec des odeurs de café ou avec des odeurs de pain grillé ou avec des odeurs d'autres choses. C'est quand même des réveils qui procurent une meilleure expérience qu'une alarme qui sonne. Je vous montre un dernier exemple, un livre en tant que tel. Alors, ça peut être très beau, mais c'est surtout l'expérience de lecture. Est-ce qu'on va se faire emporter par l'histoire, etc. Et j'ai offert à ma sœur un livre l'année dernière qu'elle n'a pas lu. L'objet en tant que tel n'était pas génial. Et à son anniversaire, justement, de la même année, ce que je lui ai offert, c'est donc pas le livre, mais c'est plutôt le temps de le lire. Donc, c'est la garde de ses enfants sur une dizaine d'heures pour que, justement, elle puisse se libérer pour vraiment lire ce livre, ce qu'elle a fait. Du coup, en fait, c'était pas tellement le fait de lui offrir l'objet, le livre, qui était intéressant, mais plutôt lui offrir l'expérience de lecture où elle n'a pas besoin de s'occuper de ses enfants en même temps, de se faire déranger pendant la lecture, etc. Donc, c'était plutôt l'expérience de lecture qu'elle avait besoin plutôt que le livre en tant que tel. Et alors, il y a d'autres expériences, notamment dans le monde du tourisme, qui existent. Alors, je vous ai mis ici, par exemple, la Wild Immersion, qui est du coup une expérience de réalité virtuelle. Donc, c'est un assez grand catalogue d'expériences virtuelles pour dans ces temps justement où on n'a pas trop le droit de se déplacer, de vivre tout de même des expériences avec la nature. Donc, on enfile son casque de réalité virtuelle ou on enfile son téléphone dans les petites cardboard de lunettes pour justement essayer de se rapprocher de la nature ou de vivre en tout cas des expériences par procuration.
On a également tous les jeux tels Explore Games ou Foxy ou Baludic. Enfin, il y a beaucoup d'entreprises qui sont lancées là-dedans pour justement ne pas forcément n'offrir que justement une visite où on va venir montrer des lieux, mais plutôt essayer de les vivre à travers le jeu pour justement créer une expérience lors de la découverte des lieux. Donc, on a ici avec Explore Game des jeux de piste, on a la même chose justement avec d'autres acteurs sur des escape games en extérieur, sur en gros essayer de créer de l'événement et créer de l'expérience lors de nos balades. Dernière expérience que je voulais vous partager ici, c'est celle de Zarlor, avec notamment les randonnées musicales que j'aurais adoré pouvoir faire. Ici, donc, on se balade dans la nature, mais avec un violoncelliste qui justement va venir jouer en pleine nature pour créer justement un impact émotionnel différent dans un contexte différent, justement pour découvrir le lieu d'une autre manière. Et donc, on va beaucoup plus se souvenir justement du lieu parce qu'il va nous avoir impacté émotionnellement. Ça va avoir créé un marqueur chez nous, un marqueur émotionnel qui va nous permettre d'avoir fait une sorte d'enregistrement de tous nos sens, sens forcément de l'ouïe, mais aussi de la vue, etc. Et donc, pendant qu'il joue, on va vraiment prendre le temps de regarder, d'observer et donc d'imprimer justement cette expérience-là. Mais l'objet reste important. Si je pars faire une randonnée avec justement le violoncelliste, mais que j'oublie mes chaussures de rando et que je suis parti en tongs, forcément, l'expérience ne va pas être très agréable. L'objet reste tout de même important dans les expériences, mais l'expérience n'est pas l'objet en lui-même. C'est vraiment tout ce qui va venir se construire autour. Alors, pourquoi justement ce design d'expérience a tant d'importance? Il y a plusieurs raisons. Déjà, on a posé la question via une étude aux utilisateurs, est-ce que vous vous sentez mieux quand vous achetez par exemple un nouveau téléphone ou quand vous achetez plutôt une location, mais juste le service d'appel? Et en fait, les utilisateurs se sentent bien mieux quand ils repensent à des achats expérientiels plutôt qu'à quelque chose de matériel. Donc, on voit bien qu'on a ce côté affectif qui ressort. Mais aussi, on voit bien que c'est une vraie raison de faire justement ce design d'expérience parce que économiquement, ça a un impact aussi très fort. Je vous ai mis ici une étude par le Design Management Institute qui a été fait il y a quelques années maintenant. Et on voit que justement, les entreprises qui sont basées sur des expériences de design vont être beaucoup plus rentables à long terme. Et enfin, parce que tout simplement, c'est une demande du public, c'est une demande des utilisateurs directement, de plutôt aller vers une expérience non matérielle. On voit bien qu'effectivement, depuis un moment, on part beaucoup plus sur du voyage, sur des expériences lors du voyage. On a vu l'avènement justement des escape games. Je vous ai mis ici un de Dédale Escape Game. On voit bien que justement ce genre de loisir-là, où on va acheter une heure d'expérience plutôt que d'acheter un ballon de foot ou que d'acheter quelque chose de matériel pour s'amuser, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on aurait pu envisager il y a une quinzaine d'années. Maintenant, c'est beaucoup plus inscrit parce que justement, on est dans cette ère-là un peu post-matérialiste. Alors, c'est un peu un terme ronflant pour juste dire qu'on va venir maintenant privilégier l'expérience à la possession. Alors, comment on fait tout ça? Eh ben, d'abord, il y a la méthodologie design et ensuite, il y a justement des piliers émotionnels sur lesquels on va venir jouer. Alors, d'abord, la méthodologie design. Donc, comment se créer justement une bonne expérience, un bon design d'expérience? Ben, on va suivre justement une méthodologie de design, et là notamment de design thinking. Donc, on commence par une phase d'empathie, une phase terrain, avant de justement faire de la créativité, et surtout ensuite aller prototyper et tester sur le terrain directement. Donc, en fait, c'est une méthodologie qui est extrêmement
immersif puisqu'on va aller très rapidement au contact de nos futurs utilisateurs, de nos potentiels utilisateurs. Donc, on commence par une phase d'empathie où on va faire de l'immersion. Je vous ai mis ici, par exemple, l'exemple de Airbnb. Donc, vous avez Joe Gebbia qui est sur la droite. En fait, quand on rentre dans Airbnb, chaque employé a l'obligation de réserver un logement d'abord sur Airbnb et de vivre entièrement le processus de réservation du logement, etc. Donc forcément, dans la masse des personnes qui rentrent chez Airbnb, et non pas chez Airbob, je vois que j'ai une erreur sur mon slide, en fait, ils vont tous vivre l'expérience que propose justement Airbnb. Et du coup, ils seront beaucoup plus enclins à faire évoluer le modèle. Par exemple, si j'ai un comptable qui rentre chez Airbnb et qui se rend compte que tout le processus de paiement est très compliqué, justement, il va être moteur dans la simplification de ce paiement-là parce qu'il va l'avoir vécu, parce qu'il va avoir pu vraiment toucher ça des doigts. Donc, c'est pour ça que cette phase d'empathie où on se met à la place des utilisateurs, alors soit en les interviewant, soit en les observant, soit en se mettant à leur place, etc., va être extrêmement important pour justement ressentir ce que les utilisateurs vont ressentir, pour essayer de capter les besoins, pour essayer de voir quelle douleur ils pourraient avoir et qu'est-ce qu'il va falloir régler. Donc, cette première phase d'empathie est extrêmement importante. Et la deuxième phase qui est extrêmement importante également, c'est celle de test. On va aller tester très rapidement nos produits, nos services, nos espaces, peu importe ce qui résulte justement de cette phase de créativité. Je vous ai mis ici un exemple assez frappant de prototypage qui a vraiment marché. On travaillait il y a quelques années pour un hôpital pour essayer de faciliter la prise de médicaments par des jeunes leucémiques. Alors désolé, la thématique n'est pas très joviale, mais le test a été très intéressant parce qu'en fait, on en est venu à la solution d'avoir une sorte de crayon qui chaque jour, on pouvait changer la mine et on venait dessiner avec ce crayon sur sa peau. Donc, l'enfant venait dessiner à l'endroit où il avait mal. Et en fait, ça venait déposer la partie de médicament sur la peau et le médicament était absorbé directement par la peau. Et en plus, ça servait du coup de communication avec le corps médical pour dire bah voilà, j'ai mal à tel endroit et ça venait délier la parole. Sur le papier, l'idée était plutôt très intéressante. Donc, on s'est dit, on va le tester très rapidement. On a donné un crayon Velleda, puisqu'on n'avait pas le temps de prototyper justement tout le côté médicaments, etc. Donc, on a pris un feutre Velleda et on l'a donné à un enfant et on lui a dit, bah, est-ce que tu peux dessiner là où tu as mal et puis regarde comment ça se passe. L'enfant a pris le crayon et il a été dessiné sur sa petite sœur directement. Donc, on s'est dit, oula, ok. Donc là, potentiellement, on vient d'administrer un médicament contre la leucémie à une petite fille qui n'est absolument pas malade. Gros warning, mais au moins, ça nous a permis de tester avec un feutre Velleda à 1,50 € que notre solution, en fait, marchait pas et qu'effectivement, on aurait dû le deviner. Les enfants aiment dessiner sur les murs, aiment dessiner sur tout ça, et donc la prise de médicaments n'aurait pas été efficace. En fait, ça nous a permis, surtout dans le domaine du médical, d'enlever tout de suite des investissements coûteux de prototypage, etc., pour tester très rapidement que cette solution n'était pas viable. Et donc, comme je vous le disais, il y a la méthodologie, mais il y a surtout, dans le terme de l'expérience, des piliers d'expérience qui sont à connaître. Il y en a 7. Ils sont assez faciles à retenir. J'ai regroupé tout ça de beaucoup de littérature à droite à gauche. En fait, les 7 piliers sont les suivants. Donc, il y a le plaisir, la stimulation, il y a l'autonomie, le fait d'être indépendant dans notre expérience, le côté relationnel, appartenance à un groupe, le côté sécurité, le fait de maîtriser son expérience et de se sentir confortable dans celle-ci. Il y a le côté réalisation de soi, le fait d'avoir une expérience qui a du sens, celui de la compétence, de l'efficacité, c'est-à-dire que ça ne traîne pas, c'est vraiment quelque chose de pertinent. Et enfin, l'influence, la popularité. Donc là, c'est le côté avoir un impact sur ma communauté. Ça peut se rattacher à celui du relationnel. Le relationnel, c'est faire partie de la communauté. L'influence, c'est avoir un impact sur cette communauté-là.
Donc, je vais vous l'illustrer par deux exemples, mais je veux m'assurer que ce soit déjà bien clair. Donc, le plaisir, c'est avoir du plaisir dans cette expérience-là. L'autonomie, c'est pouvoir avoir justement beaucoup d'indépendance dans cette expérience-là, faire partie d'une communauté, avoir la maîtrise sur cette expérience dans le but de gagner en compétences ou en tout cas de me révéler ou de prendre du plaisir lors de cette expérience-là, que ça m'apporte quelque chose. Et que je sois que je puisse maîtriser cette expérience-là et que ça ne prenne pas un temps incroyable si je n'ai pas envie que ça prenne un temps incroyable. À votre avis, à quoi correspond cette lampe de chevet? Si on reprend les piliers, à quel pilier justement cette lampe de chevet va avoir, sur laquelle ça va venir impacter? Je vais rouvrir la partie conversation. On répond dans le chat. Vous pouvez répondre sur le chat. Je vois que Caroline a mis l'autonomie. Alors, c'est une lampe de chevet pour enfants, je vous le rappelle. Christelle parle de sécurité, idem pour Véronique. On parle de compétences pour Karine. Alors, je ne vais pas faire trop traîner parce qu'effectivement, oui. on est sur la montre. On est effectivement sur un public d'enfants la nuit. Je vois que ça commence à se préciser. Sébastien, Carole, vous parlez de sécurité. Effectivement, ça va venir jouer sur le côté sécuritaire de l'enfant. Alors, au début, je me suis dit que cette lampe était franchement très moche, côté alien, etc. Mais quand j'ai vu qu'en fait, on pouvait détacher les petites boules et que l'enfant en fait, pouvait jouer avec, que ça lui apportait de la lumière, qu'il pouvait la glisser sous le lit pour s'assurer qu'il n'y ait pas de monstre sous son lit. Et puis en fait, la lumière que dégagent ces lampes dégage aussi un peu de chaleur. Et donc, ça vient réconforter justement l'enfant. Il peut la mettre sous la couette, etc. Et on n'a plus que le lendemain matin les remettre sur son socle pour venir les recharger. Et donc, c'est effectivement une expérience qui est basée sur la sécurité, c'est-à-dire qu'il va falloir que ça réponde à tous les piliers. L'enfant est autonome dans l'utilisation de cette lampe, l'enfant va venir justement prendre du plaisir, etc. à l'utilisation, mais le pilier principal va être celui de la sécurité. Je vous en montre un deuxième. Celui-ci va plutôt jouer sur le côté relationnel, appartenance et réalisation de soi. On voit bien que dans les années 80-90, Nike, c'était beaucoup de communication autour de la performance, autour de l'athlète, de l'ultra-performance. Et on voit que justement, petit à petit, avec l'arrivée d'Internet, etc., Nike a adapté sa communication pour aller plutôt sur justement le côté réalisation de soi, etc. Il se base plus sur le côté expérientiel que justement l'ultra-performance et le côté fanatique. Et maintenant, justement, ils ont été plus loin et l'essentiel de la communication de Nike va se concentrer sur des expériences. Ils vont organiser des courses, des runs dans les capitales du monde entier. Ils vont organiser des marathons à distance. Ils vont organiser des challenges de natation aussi à distance, etc. Là, pendant le confinement, le premier confinement, j'ai vu qu'ils avaient organisé justement des courses filles contre garçons, à se dire qui va courir le plus pour justement stimuler, etc. Et pour mettre en valeur. Donc ça vient jouer justement sur le côté appartenance à une communauté, mais aussi sur la réalisation de soi, sur la confiance, etc. Je terminerai cette conférence justement sur le design d'expérience par une échelle d'évaluation que je vous propose. Donc, je vous ai mis 6 critères. L'attractivité, le fait que votre produit, on prenne du plaisir à l'utiliser, qu'il soit joli. Celui de l'efficacité, je vous ai parlé justement de la partie compétence, efficacité. La clarté, est-ce qu'il est facile à utiliser? Est-ce que je vais avoir besoin d'une notice pour l'utiliser ou est-ce que, comme la lampe pour enfants, je vais tout de suite prendre les boules et pouvoir les jeter sous mon lit facilement? Est-ce que c'est fiable? Est-ce que je ne vais pas être frustré à son utilisation? Est-ce que ça vient me stimuler? Là, je joue sur la partie justement compétences, réalisation de soi. Et enfin, est-ce que c'est nouveau? Alors ça, c'est plutôt pour se dire justement, est-ce que je viens apporter quelque chose de plus-value? C'est plutôt le côté innovation que le côté expérience en tant que tel.
Mais voilà, je vous propose cette grille d'évaluation sur laquelle je vous propose de passer à chaque fois que vous créez une nouvelle expérience. Mais gardez bien en tête, pour moi, le plus important, c'est bien les 7 piliers d'émotion que va venir générer justement le design d'expérience. Bon, je vous remercie. J'ai essayé d'être synthétique. On avait dit 16h, il est 16h moins 2. C'est parfait. Je suis bon. C'est parfait. Tout le monde est parfait. Merci beaucoup, Thomas. On a peut-être le temps pour une question, si quelqu'un a une petite question dans le chat. Oui. Moi, je rebondis un peu sur ce que tu as dit. Je retiens qu'économiquement, ça marche, le design d'expérience, le design thinking. Au niveau de la méthode, l'importance de l'empathie, de l'écoute et de l'expérimentation. Donc, à ce titre-là, on a souhaité, dans le cadre de la semaine, proposer des mini-sprint design qu'on va faire à distance, qu'on fait normalement en présentiel, mais on va le tenir le 21 et le 22 avril à distance. Alors, on a choisi avec le partenariat IRT-FRT 2 sujets que j'ai envie de vous livrer un peu en scoop. Donc là, l'idée, c'est vraiment sur ces sujets-là de se mettre dans le bain avec une équipe projet qu'on va constituer donc pour l'occasion et va faire tout le parcours de design thinking pour faire avancer ces sujets, faire les étapes d'empathie, de créativité, de prototypage et de test. Donc, on va travailler notamment sur la conception d'un parcours de découverte lié au patrimoine de Salazie. Voilà. Et on va travailler également sur une offre touristique innovante dans un village, dans un prochain éco-village dans les Hauts-de-Sainte-Marie. En lien fort avec les habitants, l'idée c'est aussi de valoriser les compétences locales des habitants et les inclure dans tout ça. Voilà deux sujets qui vont être traités dans le cadre de ce mini-sprint. Alors, il y a encore peut-être quelques places disponibles. On est en cours de finalisation des inscrits et de validation. Ceux qui se sont inscrits auront des mails très prochainement. Je vous mets quand même dans le chat le lien des inscriptions si jamais un ou deux d'entre vous veulent participer. On essaiera de trouver une petite place pour vous. Et puis, voilà, pour vous dire que c'est déjà en route. Alors, je me fais aussi l'écho d'une conférence qu'on a eue ce matin avec notre partenaire, le CNFPT. Je vois qu'il y a quelques participants ici qui y étaient. Et on avait un beau témoignage du gérant du Dina Borgabine. Moi, j'ai vraiment retenu de M. Boyer son sens de l'écoute. Donc là, on retrouve aussi la compétence d'empathie qui est très importante. Et il avait une très grande écoute de son équipe qui est très jeune. Et c'est du terrain aussi et des jeunes qu'on peut concevoir les futurs projets, les futures activités. Et donc, il mettait en avant aussi le fait que peut-être que demain, sa vision du tourisme, pour demain, ça serait peut-être que l'hébergement, c'est peut-être un peu secondaire et que finalement, c'est l'expérience et les activités qui vont peut-être prendre le pas. Donc, c'était assez intéressant. Je vois Carole qui copine du chef, elle était là également et je trouve ça très, très intéressant. Je voulais juste vous relayer ce témoignage. Et on va repasser un témoignage d'une autre entreprise. Du coup, avec tout le travail fait avec l'IRT. Donc, je repasse la parole à Catherine Doge. J'ai vu qu'il n'y avait pas de questions particulières dans le chat. Donc, Catherine, en binôme aussi avec Géraldine et Raphaël Folio, que je salue pour sa présence. Je vous partage le PowerPoint, Catherine. Oui. Pardon. Merci Véronique, tu peux passer sur la diapo suivante tout de suite. Merci. Oui. Je voulais juste en amont remercier Raphaël d'avoir accepté de se joindre à nous, puisque c'est une des personnes qui vit cette expérience. Alors au début, on l'a appelé Innovation culturelle et jardin. Aujourd'hui, en termes de com, après le travail qui a été fait par les équipes, on l'appelle de l'art dans nos jardins. Mais cette action, elle est née aussi de la réflexion sur le plan de relance. Et elle a 4 objectifs. Renforcer les flux de fréquentation dans les musées et jardins auprès des résidents. Juste pour vous préciser que les jardins qui ont été sélectionnés, c'est volontaire. Ce sont des jardins privés à accès payant. Deuxième objectif, initier des nouveaux lieux et des nouveaux formats de résidence artistique.
Ça, c'est le côté artistique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque de résidences artistiques sur la Réunion. Nous, de notre point de vue touristique et artistique, on parle aussi de résidence de projet parce que là, on travaille à 360 avec plusieurs métiers. Sensibiliser les gestionnaires de jardins à ce type d'action innovante, ben oui, c'est la première fois que pour la plupart d'entre eux qui travaillent de cette façon en résidence avec des artistes. Et puis derrière, comme tous les projets de la plateforme, de pouvoir modéliser l'action au profit de d'autres structures, que ce soit des musées ou d'autres structures, quelles qu'elles soient. Donc là, vous avez de l'art dans le jardin, vous avez une page Facebook dédiée qui a été créée pour la communication de cet événement. Alors, suite à un appel à projet des jardins et un appel à projet des artistes, aujourd'hui, on a 4 résidences de projets. Dans l'Ouest, avec Lolita Bourdon, qui est une artiste qui nous fait des grands formats de peinture, qui, elle, est basée au Jardin d'Éden. Alors, les mariages entre les artistes et les jardins se sont faits au cours du jury de choix des artistes et puis c'est les jardins qui ont eu le dernier mot pour finalement, après le conseil d'un directeur artistique, pour choisir le jardin dans lequel ils voulaient, quel artiste ils voulaient dans leur jardin, pardon. Ensuite, au Jardin des Parfums et des Épices, qui est dans le sud à Saint-Philippe, nous avons Canby à Saint-Philippe. Et ensuite, heureusement, je les connais bien, j'en dis que tout va bien. Dans le sud, vous avez aussi le domaine du Café Grillé qui à Pierrefonds, qui reçoit Frédéric Dussolier, qui en fait travaille avec Soda sur un projet ensemble. Donc en fait, c'est Frédéric Dussolier qui a été sélectionné, mais en partenariat avec notre groupe Sodal. Et puis à la Maison Folio, je termine par celui-là parce qu'on a Raphaël avec nous. L'artiste choisi, qui est un artiste qui est à la fois photographe, qui travaille beaucoup sur les tendances et la mode, qui s'appelle Ismaël Moussadji. Voilà nos 4 projets aujourd'hui qui ont été sélectionnés, sachant qu'avec la période qu'on vit depuis une semaine, vous imaginez bien qu'on a beaucoup de bouleversements dans notre projet. Il devait se terminer le 16 mai pour la Journée internationale du vivre ensemble. Ça fait partie des valeurs sur lesquelles on travaille dans le cadre de ce projet. Voilà. Je laisse la parole à Géraldine, et surtout à Raphaël, mais qui accompagnera Raphaël dans l'expérience que Raphaël vit à la Maison Folio. Merci beaucoup, Raphaël. Bonjour. Bonjour tout le monde. Du coup, ouais, comme justement vous disiez juste avant, ouais, actuellement, il y a quelques petits changements, on va dire, comparé à d'habitude, surtout, on va dire, au niveau de la fréquentation. Il n'y a pas grand monde. Mais sinon, en soi, l'essence même de ce partenariat entre les jardins et les artistes, ça va dans le sens qu'on voulait commencer à donner aussi à notre entreprise, en l'occurrence. Tout le monde est de la Réunion, tout le monde connaît, ou sinon il faut que j'explique rapidement ce que c'est. Peut-être que tu peux expliquer en fait en quoi effectivement ça consiste pour toi. Est-ce que ça t'apporte pour maintenant et puis en perspective? Voilà, vu que actuellement et depuis 26 ans que le jardin est ouvert et qu'on fait des visites guidées, on est essentiellement basé sur une clientèle à majorité extérieure, donc métropolitaine. Et on voit que justement, les limites, avec la période qu'on traverse actuellement, les limites que s'il n'y a plus d'approvisionnement extérieur en personnes, du coup, les jardins, du coup, les entreprises touristiques tournent un peu au ralenti. Et c'est assez intéressant pour nous aussi, justement, de sortir de ce cadre exclusivement touristique et d'accueil de métropolitains pour devenir aussi en soi un lieu de création, d'inspiration, d'exposition, mais surtout rester dans l'axe, vu qu'on est surtout des visites guidées, de transmission, que ce soit de connaissances, de savoir-faire ou autre chose. Justement, en fait, sur la Maison Folio, il y a une histoire et la transmission, c'est le fil conducteur que Ismaël, qui est styliste, a choisi d'utiliser. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur en fait, ce qu'il va faire au jardin, le lien qu'il y a avec ta mamie qui va un petit peu le coacher
sur certains savoir-faire. Voilà, donc le projet d'Ismaël, du coup, qui, comme disait, voilà, est photographe, styliste, beaucoup dans les arts visuels, on va essayer de développer en fait une sorte de micro-collection de vêtements basée sur des savoir-faire traditionnels tels que surtout deux savoir-faire principaux, le tressage pardon, de la paille de chouchou. Donc le chouchou, pour ceux qui ne connaissent pas, la Christophine, donc avec les fibres des tiges du chouchou. Euh, et on va faire des tresses. Et le tapis mendiant, qui est en fait un tapis bariolé fait à partir de plusieurs morceaux de tissu, justement, que les enfants allaient mendier, qu'on calibrait de la même forme et qu'on rapiéçait pour obtenir au final une forme homogène mais avec différentes couleurs. Donc, essayer beaucoup de travailler ces deux savoir-faire-là. Après, rajouter d'autres savoir-faire, tels que le vacua ou d'autres encore fibres naturelles, pour essayer justement de faire une micro-collection de vêtements et aussi dans le temps de la résidence, justement d'animer des ateliers. Donc là, vraiment insister sur le côté transmission. Donc, il y en a un qui a déjà été fait. Bon, on a eu de la chance, puisque comme vous voyez sur la photo, c'est pas coutume en ce moment, mais il y avait plus que 4 personnes. C'était bien. Du coup, et on a surtout en fait là, fait un petit atelier sur déjà, on va dire, apprivoiser un petit peu la paille chouchou. Comment déjà faire de la paille chouchou et les différentes étapes avant d'obtenir la matière première, déjà. Et après, bien sûr, la transmission de quelques petites techniques de tresse basiques. Et on aimerait, en fait, bon, on ne sait pas exactement quand encore, du coup, vu la période, mais essayer d'organiser une sorte d'atelier avec soit une école ou ouais, une école du coin, et des personnes de l'association, le troisième âge de Salazie, pour vraiment insister en fait sur le côté de transmission, qui est vraiment un échange entre l'ancienne génération et la nouvelle génération. Et du coup, Raphaël, est-ce que tu peux nous dire en fait ce que cette démarche a eu d'intéressante pour toi par rapport à ta façon de fonctionner habituellement et en fait, qu'est-ce que ça te donne envie de faire par la suite? Moi, comme je disais clairement, c'est bien parce que c'était un peu le micro-test de ce que j'aimerais bien impulser en fait dans l'entreprise. Donc, essayer d'augmenter peut-être le côté culturel et artistique par des expositions, des animations, etc. Et du coup, cette période-là, en fait, voilà, elle me sert vraiment de micro-test pour voir un petit peu comment organiser la chose et de voir aussi les erreurs à pas faire, etc. Essentiellement. Et après aussi, ça me permet aussi d'avoir, je pense, aussi un nouveau type de clientèle aussi, qui est beaucoup plus, beaucoup plus axé sur plutôt l'art que au final, vraiment, l'essence même de la Maison Folio, qui est peut-être la botanique ou l'histoire, etc. Alors, il y a quelqu'un qui demande si les ateliers peuvent être faits dans les écoles, par exemple. Alors là, après, les ateliers, moi personnellement, voilà, moi, je supervise l'atelier avec Ismaël. Après, là, c'est Ismaël qui est plutôt manuel, là, qui est plutôt à la technique. Après, je pense que. Après, je ne sais pas avec les restrictions actuelles, est-ce que c'est possible ou pas d'aller dans les écoles. Mais oui, de toute façon, je pense que voilà, moi aussi, dans mon projet, j'ai comme projet de faire des interventions dans les écoles ou centres aérés, etc. Donc oui, si après on peut inclure des thématiques de savoir-faire, etc. Oui, je pense que ouais, à l'avenir, c'est à y réfléchir en tout cas. Et actuellement, je sais. Merci Raphaël. Je complète les propos de Raphaël pour vous dire qu'effectivement, au vu du contexte actuel, la Maison Folio fait partie donc du deuxième jardin qui est actuellement fermé parce que ça n'a pas lieu d'être ouvert puisque les gens ne fréquentent plus ces lieux. Donc, la Maison Folio et le domaine du Café Grillé, donc, qui sont de résidence de ce projet, sont actuellement fermés. On espère que d'ici 15 jours, ces jardins-là vont pouvoir réouvrir. En tout cas, le challenge qu'on s'est fixé, c'est de continuer à communiquer sur les coulisses de ces jardins, de promouvoir les deux jardins qui sont encore ouverts, donc le jardin d'Éden et le jardin des parfums et des épices, où il y a des ateliers. Il y en a un d'ailleurs dimanche prochain de 14h à 16h avec l'artiste Béatrice de Cannes B. Donc, il y a encore la possibilité de vous inscrire, je crois.
Et donc, on va faire le focus du coup sur le mois de mai, sur les vacances de mai, où là, on aimerait accompagner les jardins pour mettre des produits de visite sur la plateforme de réservation de l'IRT CityBreak. Et pour faire une campagne de communication autour. Donc, l'idée vraiment, c'est de tester des produits de visite et d'ateliers donc mis en stock sur la plateforme de réservation pour voir s'il y a de la place pour ce type de produit. Et si ça fonctionne, d'imaginer de pouvoir reprendre ça en juillet et août et pourquoi pas travailler sur un pass inter-jardin. Voilà un petit peu les perspectives qu'on se pose sur ce projet. Et bien sûr, l'idée, c'est que ça puisse faire des petits, comme Raphaël le dit, que ça puisse inspirer ces jardins-là, mais aussi d'autres. Et pour ça, en fait, on va également organiser des éductours qu'on a appelés des éductours institutionnels pour inviter donc les directions de la culture, le FRAC, la DACOI, les offices de tourisme, etc., à venir voir ce qui se passe dans les jardins avec ces artistes, au milieu de ces résidences, pour voir s'il y a lieu d'imaginer d'autres lieux de résidence, d'autres formats qui mixent la culture et le tourisme dans ces jardins ou dans d'autres structures. L'idée, c'est que vraiment ce soit un laboratoire pour imaginer plein d'autres expériences portées par la plateforme ou bien évidemment d'autres structures. Juste pour compléter, voilà. Géraldine, on est sur de l'expérience, j'allais dire produit basique, mais on est sur l'expérience produit formaté au niveau de sens tourisme. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, on a réussi à travailler avec les propriétaires de jardins pour qu'au mois de mai, le produit jardin qu'on va sortir, il soit au même prix, accessible au même prix, pour que ce soit plus facilement vendable et communicable. Voilà, donc on essaye d'intervenir vraiment du début et d'accompagner cette démarche du début jusqu'à la mise en marché et la commercialisation, en essayant vraiment de rentrer dans des formats qui soient attractifs pour le public et sur lesquels on peut communiquer avec force. Voilà. Ça veut dire, Catherine, que vous avez aidé ces jardins-là à être en lien déjà avec les artistes, mais vous travaillez aussi avec eux sur l'aspect business model, parce que Raphaël, là, l'objectif, c'est de changer un petit peu les sources de revenus par rapport au business actuel et de faire un petit changement de ce côté-là. Oui. Il y a la conduite de changement. C'est ça. Il y a la conduite de changement du projet lui-même et du contenu, en fait, de la raison d'être, j'allais dire, de son activité. Et ça va jusqu'à, on fait au mieux pour les accompagner jusqu'à la mise en marché. Et pour qu'ils travaillent même plus, comme Géraldine parlait de passe interjardin, qu'ils arrivent à travailler ensemble sur une offre, j'allais dire à peu près, il ne faudrait pas le dire comme ça, mais qui soit standardisée au niveau du produit, mais pas de l'âme et de la raison d'être, mais voilà. Et pour les artistes aussi, ils travaillent de façon complètement différente aussi. C'est intéressant de voir par rapport à l'échelle que proposait Thomas tout à l'heure, de voir si vous pouvez mesurer un peu l'expérience acquise avec ce nouveau projet-là. Si vous pouvez la mesurer, est-ce que c'est prévu dans votre système d'accompagnement ? On travaille sur l'ensemble de nos projets aujourd'hui. On a une séance exprès là-dessus. On a déjà des indicateurs, mais on va les affiner. Et l'idée, c'est d'avoir des indicateurs sur chacun des projets qui sont en phase d'amorçage dans la plateforme d'innovation. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelques questions dans l'Assemblée ? On est arrivé au terme de nos présentations, en tout cas prévues. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions ? On peut prendre une ou deux questions. Vous pouvez lever la main ou prendre la parole. Je vous invite à réagir si vous le souhaitez. Merci la part d'Élodie. Est-ce qu'il y a des questions aussi sur la